Ce soir, nous sommes en train de parler d'un sujet très important, à savoir si la jeunesse africaine doit reconstruire le continent africain. Est-ce que nous avons le devoir de reconstruire le continent africain? Et si oui, nous avons ce besoin, si nous avons ce devoir-là, si nous avons cette responsabilité-là, est-ce que nous disposons d'un plan stratégique qui nous amenant à ça? Et si oui, nous avons un plan stratégique, quel est notre agenda pour réaliser la reconstruction du continent africain? Et puis, dernièrement, quels sont les moyens que nous avons à mettre en œuvre pour reconstruire le continent africain? Donc, voilà les sujets. Disons, le grand thème, c'est comment est-ce que nous jugeons notre rôle? Est-ce que nous voyons que nous avons, compte tenu de la situation en Afrique, est-ce qu'il y a absolue nécessité de reconstruire le continent ou bien nous estimons que tous les éléments sont en place et puis qu'il va falloir juste faire quelques ajustements pour avancer? Si c'est le cas, ben oui, ben alors allons-y, quoi. Si c'est pas le cas, alors oui, ben il va falloir reconstruire le continent. Et nous, en tant que Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, nous disons que il faut absolument reconstruire le continent africain. Avec une situation comme ça, en Afrique, une économie complètement tournée vers l'extérieur, un système éducatif aliénateur qui produit de l'ignorance et qui forme des subalternes coloniaux capables tout simplement de continuer le travail entamé par le colonisateur et l'esclavagiste, avec une agriculture productrice de café, cacao, des fleurs, des fruits exotiques pour nourrir l'économie extérieure, avec un système comme ça en Afrique où tout est déstabilisé, avec une économie démantelée, avec une économie extravertie, avec toute la production destinée à nourrir le marché international qui nous livre en retour des produits finis de basse qualité avec des coûts très exorbitants. L'ensemble de ce système entretenu par une élite coloniale placée à la tête des enclos coloniaux sous forme de métayers et obéissant au contrat de métayage qui les lie avec l'étranger, eh bien, l'Afrique ne va nulle part. D'où l'urgence, d'où la nécessité, d'où le besoin impérieux de s'engager dans une entreprise de libération du continent africain. Voilà, ça c'est la réponse à la première question, à savoir si nous avons l'absolu devoir de libérer ou pas le continent africain. Est-ce que nous avons besoin de reconstruire l'Afrique? Donc la réponse est oui, que nous avons besoin de reconstruire l'Afrique parce que les énergies africaines ne servent pas le continent africain dans le contexte actuel. Puisque l'Afrique est dans les faits, dans la colonisation, tout opère contre nous. Nous sommes pourvus des moyens de notre propre destruction. Nous développons des comportements autodestructeurs. Compte tenu de la situation, nous l'avons décrit en première partie. Nous avons montré les différents facteurs qui plaident pour la reconstruction du continent africain. Et cette reconstruction du continent africain passe par la mise en place d'un plan stratégique de combat, lequel plan stratégique doit être fondé sur la mise en place des structures. Là, nous abordons la question des moyens, des structures capables de mobiliser l'énergie populaire de sorte à en faire un tsunami. Parce que nous nous sommes inscrits dans la grande histoire. Nous avons vu ce que l'histoire a enseigné aux peuples dominés, humiliés, enchaînés. Ce que les peuples ont fait pour s'en sortir. Eh bien, c'est ça que nous voulons faire. Et dans l'histoire de l'Afrique, il y a des gens tels que Amilcar Cabral qui ont commencé ce travail de libération continentale en allant mobiliser les ressources africaines, non pas chez les élites coloniales, fabriquées de toutes pièces par les corps colonial et le catholicisme et le protestantisme colonial avec le born again, mais auprès des populations dans les campagnes, parce que c'est là l'Afrique véritable qui n'a pas été pervertie par le système colonial. Donc, il y a un travail de mobilisation des énergies à faire dans l'Afrique profonde. Et ça, ceux qui ont compris l'histoire et qui ont compris les lois et les principes de fonctionnement de l'histoire sont à même de faire ce travail-là, non pas en voulant coûte que coûte convaincre l'élite coloniale qui est fabriquée dans les universités, dans les écoles africaines et qui est prédisposée à continuer dans le créneau colonial,
quoique quelques personnes peuvent être récupérées. En tout cas, il faut diversifier nos tentatives, il faut orienter nos discours vers toutes les couches de la population, mais le travail essentiel doit être fait auprès des populations vivant dans les campagnes, parce que les villes présentent d'autres aspects que, au fur et à mesure, nous allons expliciter, que nous allons développer pour comprendre comment il faut travailler les villes, à la différence des campagnes et de l'Afrique profonde. Voilà, parce que c'est là que se trouve l'énergie vitale nécessaire à la renaissance de l'Afrique. Car la renaissance de l'Afrique ne viendra pas des diplômés de Harvard, de Sorbonne, de Pékin, de Toronto et d'autres universités qui sont faites pour semer dans le crâne des Africains des idées qui vont continuer par inscrire l'Afrique dans le rôle de serviteur de l'économie mondiale. Il faut qu'on utilise l'espace, cet espace-là que Facebook nous offre pour discuter, pour nous connaître les uns les autres et puis essayer véritablement d'aller dans le sens de la construction du mouvement tel qu'il se doit. D'ailleurs, nous sommes très en retard sur les réalités. Normalement, nous devons déjà être à une étape de déploiement du plan stratégique déjà. Même si Facebook a installé un système de surveillance, même si les réseaux sociaux nous surveillent, même s'il y a des gens, la marche en avant de l'Afrique va continuer. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique va s'écrire, vaille que vaille. Et il va y avoir, à notre suite, même si nous tombons, il y aura d'autres Africains qui vont continuer le combat. C'est ça un peuple. Et c'est ça qu'il faut cultiver, c'est-à-dire la continuité dans le radicalisme froid, dans le sérieux, pas de bruit pour du bruit, faire un travail sérieux, continuer à former les gens, de sorte que la relève soit assurée. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut que d'autres personnes soient formées et nous sommes capables, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à former des gens. J'en ai fait. J'en ai fait depuis plus de 15 ans. Il y a des gens qui sont venus ici, qui sont venus de très loin, que j'ai formés, bon, mais qui finalement n'ont pas tenu le choc, ils sont partis. D'autres ont fondé leur propre temple après avoir acquis un tout petit peu de connaissances, croyant qu'ils ont déjà découvert la quintessence de nos problèmes. Donc voilà, il faut qu'on soit patient, qu'on travaille résolument, mais je veux dire que ce qui peut nous encourager à continuer ce travail, c'est que progressivement, qui se constituent des mouvements locaux dans chaque coin et recoin où il y a des Africains qui nous suivent et qui sont d'accord que l'idée centrale qui s'impose aujourd'hui à l'Afrique, ce ne sont pas des élections, ce ne sont pas des réformes, ce n'est pas la prière, ce n'est pas quelque chose de particulier en Afrique en attendant le Messie, mais un travail humain. Seule l'action humaine change les données historiques. C'est seule l'action humaine qui change les données historiques. Et cette action humaine, elle doit être planifiée, organisée, structurée et surtout conduite dans la discipline. Voilà, c'est-à-dire que toutes les idées ne se valent pas. Et chacun a sa place dans le mouvement que nous voulons construire sans toutefois avoir la capacité d'être à la tête. Voilà. Une armée, c'est un général et des soldats qui fonctionnent, qui travaillent. Là où tout le monde veut être chef, tout le monde devient esclave. Là où tout le monde veut assumer des responsabilités, eh bien, le travail n'avance plus. Donc, chacun doit avoir l'humilité d'accepter le rôle et le rang qui est le sien. Il s'agit de travailler pour la renaissance de notre continent. Donc, chacun a sa place, sans pour autant que chacun soit amené à diriger quoi que ce soit. Ça doit être clair. C'est là l'esprit de discipline dont je parle. Ça veut dire que s'il y a une hiérarchie qui est établie, elle doit être respectée. Et toutes les idées ne se valent pas, même si chacun de nous a ses idées. C'est-à-dire que l'idée consistant à dire que nous sommes en démocratie et que moi aussi j'ai raison, tout le monde a raison, et que c'est l'addition des raisonnements fausses, bonnes, moins mauvaises, très fausses, sophistes, etc., que c'est la coalition de l'ensemble de ces idées qui donne la vérité, c'est faux. Ça, c'est de faux raisonnements qui nous empêchent d'agir. Il y a des idées qui peuvent s'imposer et qui peuvent être centrales dans un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des autorités. Si vous voyez que la pensée de Socrate, de Karl Marx ou des choses comme ça s'imposent, encore dans des sociétés, des idées de la philosophie de Socrate ou des choses comme ça s'imposent encore dans les sociétés, c'est qu'on en a fait des autorités. On en a fait des doctrines autour desquelles les mouvements sociétaux
s'opère. On s'inscrit dans cette dynamique-là avec résolument un esprit de discipline. Parce qu'à force de vouloir tout embrasser, à force de vouloir donner raison à tout le monde, eh bien, nous n'imposons pas une autorité dans nos rangs, alors que nous acceptons l'autorité venant de l'extérieur, à la fois des dictateurs et de leurs metteurs en scène étrangers. Donc, voilà quelques petites idées que j'essaie de semer comme ça pour qu'on essaye d'avancer véritablement.